Merci pour votre constance et considération renouvelée sans cesse à la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée, mais aussi c'est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Dans cette émission, nous parlons de l'opposition parlementaire qui annonce son opposition à un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Les membres du groupe parlementaire Alliance Patriotique l'ont fait savoir dans une déclaration publiée cette semaine suite à un constat, selon eux, des multiples conventions du RPG Arc-en-Ciel qui a pour objet de présenter la candidature du président Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre prochain pour ces élus de la 9e législature, même si cette candidature du chef de l'État peut être juridiquement défendable. Elle se trouve aux antipodes des valeurs morales et éthiques. Le groupe parlementaire Alliance Patriotique réclame par ailleurs la tête des commissaires, notamment de l'opposition politique qui siège à la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce faire, l'opposition parlementaire compte saisir la Cour constitutionnelle pour invalider le mandat de ces commissaires. On en parle dans cette émission Starcom avec notre invité du jour, M. Jacques Bonimi, président de l'Union pour le progrès de la Guinée, en abrégé UPG, membre de l'Union nationale pour l'alternance et la démocratie. Monsieur Bonimi, c'est un plaisir pour moi, président, de vous avoir dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Un plaisir partagé aussi. Bonjour. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer cette émission par cette question d'entrée. Il faut le dire qu'il y a une sorte de débat autour de cette date, la date du 12 octobre pour la présidentielle. On a vu cette de l'opposition qui a égrené tout un chapelet de conditions pour sa participation. Selon vous, est-ce que la Guinée est prête pour une élection présidentielle apaisée et transparente pour le 18 octobre prochain? Non, pour le 18 octobre, la Guinée n'est pas prête pour une élection dans les conditions actuelles à cause des anomalies que le fichier même contient, à cause de la non-préparation de cette élection qui ressemble à celle du 22 mars dernier où on est allé à un forcing pour organiser des élections et valider une assemblée qui n'en valait pas le cas et ensuite valider une constitution, une nouvelle constitution selon eux, suite à la falsification que nous avons connue. La CENI a décidé unilatéralement d'aller aux élections le 18 décembre. C'est après cette décision qu'ils ont fait appel aux acteurs politiques lors d'un CIP pour partager leur position. Moi, je pense que dans la normalité, une date d'élection ne se décide pas unilatéralement par l'organe de gestion des élections. Parce que là, il y a un débat quand vous dites unilatéralement. Vous avez des commissaires, notamment l'opposition a des commissaires au sein de l'institution, et la CENI, à ma connaissance, n'a pas obligation de se référer à un parti politique pour choisir une date. Non, ce que vous oubliez, c'est que l'opposition ou les représentants de l'opposition qui sont là ont émis une réserve par rapport au chronogramme qui a été fait. Moi, j'ai été membre de cette commission électorale. Je sais que par moment, il y a des décisions qui sont prises à un niveau restreint et qu'on essaye d'imposer à tout le monde. Donc, ce n'est pas un étonnement pour moi. Je sais que ça peut se faire à l'interne. À partir du moment où les commissaires de l'opposition ont émis une réserve par rapport au chronogramme qui a été publié par la commission électorale elle-même. Alors, parlons de ces préparatifs, parce qu'il faut dire quand même que vous, opposition, vous n'êtes jamais d'accord par rapport notamment à une date, parce que selon vous... Non, il y a eu des dates consensuelles en Guinée. Oui. Il ne faut pas dire que vous n'êtes jamais d'accord pour une date. Quand une date est décidée comme ça et en voyant les opérations qu'on doit mener... Qui décide normalement d'une date, de la date de la tenue d'une élection? C'est le président de la République, en fait. Sur proposition de la CENI? Oui, sur proposition de la CENI. Et la CENI a proposé mais la CENI, en concertation avec les acteurs, c'est quand même le b.a.-ba de la démocratie. Vous organisez pour des gens. C'est vrai que dans certains pays, la date est déjà prédéfinie. Oui. C'est-à-dire qu'à telle date, il y aura lieu telle élection. Et il faut commencer à préparer les élections à une période donnée pour aboutir à cette date-là. Mais ce n'est pas le cas en Guinée chez nous. C'est vrai qu'il y a des mandats aussi qui sont donnés et que ces mandats doivent finir à une période bien précise. Il faudrait que les élections soient préparées pour ne pas qu'on soit en retard par rapport à la fin du mandat. Et c'est le cas maintenant qui arrive. On a traîné sur des choses secondaires
pendant que... Parce que l'opposition a toujours des exigences. Non, c'est pas parce que l'opposition... Non, quand, dernièrement, sur cette date, hein, c'est parce que... Quand vous dites qu'il faut annuler la Constitution, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, est-ce que vous voulez réellement partir à cette élection, vous, opposition? Mais quel est le parti qui ne veut pas aller aux élections? Mais on va pas à une élection pour la perdre. Vous savez à l'avance que vous allez perdre et vous partez. Ce n'est pas une élection, ça. Le 22 décembre, on a vu comment les élections se sont déroulées. Vous avez aujourd'hui des députés uninominaux avec 300 voix. C'est-à-dire là où il n'y a pas eu d'élection, presque, on met un député uninominal là. Est-ce que ce député-là peut répondre au nom de la population de cette localité? A été validée par la Cour constitutionnelle. Oui, mais la Cour constitutionnelle même. De la part de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons une Cour constitutionnelle qui est totalement contestée par la classe politique. Vous avez vu la loi qui a été promulguée par le président de la République. Ce n'est pas le document qui est sorti de la Cour constitutionnelle. Ça a été falsifié après. Si c'était une Cour constitutionnelle responsable, elle-même, elle allait s'opposer à cette nouvelle constitution que les gens sont en train de publier. Je pense que les institutions doivent être responsables et non obéir à une entité de la République qui impose son dictat sur l'ensemble des institutions de la République. Alors, parlons de ces opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Il faut dire quand même que c'était l'une des conditions de l'opposition qui voulait ainsi que le fichier électoral soit assaini. Vous, en tant que président d'un parti politique, quel est le regard que vous portez sur ces opérations? C'est vrai que le constat est qu'il y a moins d'engouement, sincèrement. Oui, je crois que vous-même vous le dites déjà. Il faut rappeler que la logique voudrait qu'on prenne en compte les problèmes réels de notre fichier. Ce problème que la CENI... 2 500 000 électeurs fictifs. Non, ce n'est pas des fictifs, en fait. Ce sont des électeurs qui ont voté en 2010, en 2013, en 2015 et en 2018. Que la CEDEAO est venue émettre une réserve et la CENI, puisque c'était la solution la plus facile pour aller à l'élection du 22 mars, la CENI a amputé ces électeurs-là. Ce n'est pas des fictifs. C'est des gens qui ont voté lors des premières élections que nous avons organisées en 2010, en 2013, en 2015 et en 2018. C'est des gens qui ont été recensés pendant qu'on n'attachait pas le dossier de l'électeur à son nom dans la base de données. C'est-à-dire on photographie et la carte d'identité que l'intéressé a amenée et peut-être le certificat de résidence et on attache au dossier de l'électeur. Donc quand tu prends un électeur, il y a des justifs qui prouvent qu'il est en âge de voter et c'est attaché à son dossier. Ces électeurs-là n'avaient pas ça parce que pendant les premières révisions, on n'avait pas encore ce système-là. Ce système est venu tout dernièrement. Donc, on a écarté ces électeurs qui ont toujours voté. En fait, c'est un tort qu'on a fait à un nombre de Guinéens pour ne pas lui permettre de voter. Mais puisque ces élections-là, on n'avait même pas besoin de résultats sortis des urnes pour affecter des postes de députés, ça a été de simples affectations de postes à des gens. Demandez à la CENI aujourd'hui de vous montrer les résultats de la proportionnelle des législatives passées. Je crois qu'elle ne vous montrera pas. Maintenant, la CENI est en train de rectifier le tir avec ces opérations de révision exceptionnelle. Vous-même, vous avez dit tout de suite qu'il n'y a pas d'engouement. En fait, ces électeurs se sentent toujours responsables de leur inscription pendant les années passées et qu'ils doivent voter. En principe, ils ne doivent pas être soumis à une condition de ce genre. Je crois qu'en prenant en compte l'audit qui avait été fait par les experts internationaux et les experts guinéens, la CEDEAO faisait, c'était par l'Union européenne, la francophonie, le PNUD et les experts guinéens. Si on avait pris en compte les résolutions de cet audit-là, on ne serait pas confronté à ce problème aujourd'hui parce que tous les électeurs allaient passer devant la machine. Ainsi, ceux qui n'auraient pas leur dossier attaché, on allait profiter de cette révision-là pour attacher leur dossier à leur nom parce qu'il y a un groupe déjà qui avait ça. Cette réserve a été amenée tout simplement en complicité avec les experts de la CEDEAO pour résoudre le problème de nombre que notre fichier avait parce qu'on était parti à 8 300 000.
pour une population de 12 millions. Ça faisait environ 66%. Qu'est-ce qu'il faut craindre avec ces opérations? Parce que c'est vrai quand même que, exceptionnellement, on a vu que les agents des KR, ils ont désormais une sorte de lettre d'engagement par rapport à l'enrôlement des mineurs, parce qu'ils se sont engagés. Mais avec la réalité qui prévaut aujourd'hui dans ces KR, qu'est-ce qu'il faut craindre pour cette Le constat d'abord, c'est que les gens n'y vont pas. Les KL sont vides. Pourquoi vous ne mobilisez pas vos militants de partir notamment s'enrôler? Non, en fait, nous avons dit à nos militants, mais il se trouve aujourd'hui que nos électeurs ne croient même plus en cette CENI. En réalité, le peuple de Guinée ne croit plus aux opérations. Oui, ne croit plus aux opérations menées par la CENI. La manière même d'aller à ces opérations. Une opération d'envergure nécessite une sensibilisation à l'avance, que les règles du jeu soient claires, que les personnes qui doivent aller soient connues à l'avance, sensibilisées et autres. Mais allez-y dans les KL. Moi, j'ai fait la curiosité d'aller visiter 3 KL. Je suis allé, j'ai trouvé des listes affichées là-bas. Ce sont les personnes qui sont concernées. Mais est-ce que ces personnes-là savent réellement qu'elles doivent être dans cette situation? Puisque les gens ne sont pas allés réellement à ces élections passées-là. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont concernés par ces élections. Est-ce que vous, opposition, vous n'êtes pas responsable de ces désenchantements? Parce qu'on le sait, lors de double scrutin passé, vous avez dit aux gens de ne pas participer à ces élections, de ne pas se faire recenser. Et par la suite également, certes que la CENI n'a pas sensibilisé, mais vous également, est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité? Ce n'est pas à ceux qu'on a dit de ne pas aller se faire recenser qui sont concernés aujourd'hui. Vous avez suivi quand il y a eu la petite trêve de 2 semaines, le professeur Alpha Condé lui-même a dit que n'iront aux élections que ceux qui avaient déjà déposé les listes. Alors que c'était une occasion pour faire venir ceux qui n'avaient pas encore déposé les... Donc ça n'a pas été une élection inclusive. On ne pouvait pas dire à nos électeurs d'aller voter pendant qu'on avait écarté une frange importante d'électeurs de partis politiques qui devaient être candidats à ces élections-là. Et ça, c'est dû à l'objectif que le pouvoir s'était fixé pour avoir une assemblée monocolore, comme on le sent aujourd'hui. Vous voyez l'assemblée, on dit... on va parler de l'assemblée avec... Oui, on parle de groupe parlementaire de l'opposition, mais avec combien d'opposants, avec combien de députés qui sont à l'opposition. C'est une assemblée monocolore. Mais une assemblée qui va décider pour vous, qui va voter les lois qui s'appliqueront à vous. Est-ce qu'il ne fallait pas être là également, vous aussi? Non, on pense que ce n'est pas une assemblée qui va voter des lois réelles, parce que les lois vont être imposées à cette... L'opposition qui est là ne peut rien faire, elle ne peut même pas s'opposer à une loi ordinaire, à plus forte raison une loi organique. Alors, on va revenir notamment avec cette opposition parlementaire en parlant notamment de la nouvelle position. Mais avant, nous allons partir avec un élément de reportage consacré essentiellement sur ces opérations de révision exceptionnelle des listes électorales qui brillent notamment par dans un manque d'engouement total des citoyens de la capitale. On suit l'élément de reportage et revient après pour le décryptage. L'assainissement du fichier électoral est l'une des conditions sine qua non posées par l'opposition guinéenne pour participer à toute échéance électorale en Guinée. Justement pour satisfaire l'une des revendications de l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante a démarré depuis le 20 juillet la révision du fichier électoral. Une opération qui se passe sans engouement dans certains quartiers de la commune de Matoto. Pour le début là, les citoyens ne viennent pas massivement d'abord. Depuis qu'on a commencé, on a 3 personnes d'abord. Comme les mosquées sont fermées, les lieux de culte sont fermés, bon, je pense que c'est par rapport à ça que beaucoup de personnes ne sont pas informées. Je demande à la population de venir massivement, surtout ceux qui sont concernés, de venir se faire enrôler à temps. Chez nous ici, les mesures sanitaires sont respectées. Il y a l'équipe sanitaire qui est à la rentrée. Félix Zougubori est un habitant du quartier Matoto Centre. Il est venu pour se faire enrôler après plusieurs mois absent à Conakry. Pour lui, avoir une carte d'électeur est un acte citoyen. Je suis venu pour m'enrôler parce que j'ai changé de lieu.
j'ai été recensé à Kenya, mais présentement je suis à Mototo Centre. Quand on dit citoyen, c'est lorsque tu as compris les devoirs civiques. Je n'ai pas rencontré de difficultés, je suis venu librement, seulement il n'y a pas d'engouement. Cet autre citoyen habitant à Kipé, dans la commune de Ratoma, se plaint de n'avoir pas vu une équipe des agents recenseurs dans son quartier. Moi, dans mon quartier à Kipé, aucun signe, je vais le dire. Bon, je viens ici quand même en ville, je vois ce staff-là qui sont sur place. Bon, je me demande si toutefois qu'il y a une lenteur qui se passe au niveau national. C'est une question que je me pose, si le recensement est national ou bien c'est sectoriel. Moi, j'appelle à tous les citoyens de venir se recenser. Dès là, notre équipe s'est rendue à Kaloum. La même morosité se fait sentir dans les KL. De quoi s'inquiéter ce rapporteur de la CECI de Kaloum? Ici à Kaloum, depuis le 20 déjà, nous avons lancé les opérations de la révision exceptionnelle des listes électorales. Ici, pour le moment, tout va bien. Et depuis qu'on a commencé, les gens viennent petit à petit. Ils ne sont pas encore nombreux, mais espérons que, comme à Kaloum, les gens ils vont attendre juste 2 ou 3 jours, la fin, ils vont venir. Sinon, pour le moment, ça se passe ici. La révision exceptionnelle concerne quelques personnes, ce n'est pas tout le monde. Il y a d'abord les 2 millions et quelques électeurs que la CEDEAO, pendant leur rapport, ont dit vraiment qu'il faut corriger. C'est ceux qui sont concernés en premier. Deuxièmement, les personnes qui viennent d'atteindre l'âge de voter, ils sont aussi concernés. Et troisièmement, ça concerne les personnes qui sont fait des déplacements, c'est-à-dire d'un quartier à un autre quartier ou d'une préfecture à une autre préfecture. Ça concerne ceux-là aussi. Les mineurs, on a pris les dispositions. Et d'ailleurs, les membres de KR, avant de commencer le travail, on les a donné un document qu'ils ont rempli et signé. C'est un engagement. Comme quand aucun membre de KR n'a le droit d'enrôler un mineur. Et si tu t'hasardes à enrôler un mineur, il y a une loi qui est là, qui va te poursuivre sans faute. L'appel que je lance surtout à la population de Kaloum, surtout ceux qui sont concernés, de venir vraiment vérifier et faire leur enrôlement. Car l'activité là, ce n'est pas seulement pour le vote, mais aussi c'est pour compléter les dossiers. Selon des observateurs, cette faible affluence dans les KL s'explique par le manque de sensibilisation des citoyens, mais aussi et surtout la crise politique, l'attente qui existe entre le pouvoir et l'opposition guinéenne. De retour sur ce plateau avec notre invité qui est toujours avec nous, M. Bonoumou. Alors, Monsieur le Président, on va parler à présent notamment de l'opposition, dont notamment du Front National pour la Défense de la Constitution. Vous êtes également membre du Front. Il faut dire que la question de la stratégie du Front National pour la Défense de la Constitution reste posée. Parce que lors de la dernière manifestation, le constat est que l'engouement et l'accompagnement n'étaient pas au rendez-vous. Et on a vu, vous sortez d'une plénière également, le Front National appelle à de nouvelles manifestations le 6 octobre prochain. Est-ce que, selon vous, ces manifestations peuvent avoir d'impact sur le processus engagé par le président Alpha Condé dans sa dynamique, notamment de s'offrir un 3e mandat? Bon, mais par rapport à la manifestation passée, c'est vous qui dites qu'il n'y avait pas d'engouement. En fait, il faut voir le contexte de cette manifestation. La période de pandémie, il y a aussi la période des pluies. Et actuellement, vous voyez combien de fois il pleut sur Conakry. Donc, le FNDC fait ce qu'il peut, mais il faut reconnaître qu'il n'y aura pas de 3e mandat en Guinée. Parce que en dehors même du FNDC, il y a des manifestations partout pour s'opposer à un 3e mandat. Même ceux qui avaient validé lors de ces élections passées, qui sont au Parlement maintenant, là, qui se disent opposition parlementaire, s'opposent aussi à ce 3e mandat qu'ils ont validé en aidant le pouvoir à changer la Constitution lors des élections du 22 mars dernier.
Vous voyez aussi les soulèvements en Haute-Guinée, pas seulement à Kankan, à Sigiri, ça arrive. Les autres villes aussi sont en train de se préparer pour manifester. C'est vrai, on parle d'électricité, mais il y a d'autres problèmes plus préoccupants au fond. Ce qui veut dire c'est vous l'opposition qui êtes derrière tout ça, parce que non, c'est ce qu'on fait. malheureusement, c'est le peuple. Ouais. C'est le peuple qui en a marre aujourd'hui, qui ne veut pas qu'on continue à nous berner. C'est le peuple qui est en train de se soulever. Ce n'est pas l'opposition qui est derrière ça. Et puisque ça va dans le même sens de la lutte du FNDC, nous ne pouvons que féliciter ces gens qui manifestent. On va parler à présent de cette opposition parlementaire. Il faudrait quand même qu'elle aussi, elle brise le silence pour définir sa position par rapport notamment à un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Mais le fait nouveau dans cette déclaration, l'opposition parlementaire exige désormais les commissaires de la CENI qui ont été notamment désignés sous votre bannière en tant qu'opposition. Comment est-ce que vous interprétez tout cela? Bon, en fait, c'est un droit pour eux. Puisque une loi a été faite à l'image de l'Assemblée. C'est pourquoi une bonne loi est toujours impersonnelle. On ne peut pas faire une loi en fonction du contexte d'un moment. Moi, j'ai quitté la CENI à cause de cette loi-là. Ouais. Parce que les partis qui étaient forts à l'Assemblée, notamment le RPG, l'UFDG et l'UFR, ont fait la loi à leur image. Et aujourd'hui, c'est un droit pour ceux qui sont là-bas de réclamer aussi qu'ils sont en opposition et que la CENI soit recomposée sur la base. Donc la solution aujourd'hui n'est même pas une CENI politique. Il faut aller à une CENI technique pour trouver... Parce que le cas de la présidence de la CENI, où on pense que c'est la société civile qui doit gérer la CENI, on a constaté par le passé que ceux qui sont ici de la société civile étaient devenus plus partisans que les partisans. Oui, que les représentants des partis qui sont allés là. Donc on va reprendre encore une CENI avec une nouvelle recomposition où on va mettre la mouvance et la dite opposition dans une CENI. Mais je crois que c'est leur droit, mais le contexte ne se prête pas. Il faut une CENI responsable pour gérer ces élections qui arrivent. Alors, parlant également de vous, il faut dire également que vous venez de mettre en place une alliance, une nouvelle alliance qui se dénomme notamment l'Union nationale pour l'alternance et la démocratie, si je ne me trompe. Oui, c'est bien ça. Alors, à quoi ça sert ces alliances? Parce qu'on a vu, il y en a plein d'alliances. Est-ce que la multiplicité de ces alliances ne vont pas dénuer cette valeur qui pouvait avoir notamment cette force de frappe de l'opposition? Mais si vous voulez que les alliances s'arrêtent, il faut arrêter d'agréer les partis. Ouais. Vous êtes à combien de partis aujourd'hui? Plus de 250. Voilà, peut-être agréés et non agréés. Voilà, pour quel résultat? Pour quelle fin? Donc, tant qu'il y a pluralité sur le terrain, notre démocratie ne défend pas ça. Ouais. En fait, on crée les alliances pour résoudre un problème qu'on a constaté pendant le fonctionnement. UNAD, qu'est-ce qui justifie sa création? La création de l'UNAD se justifie par la nécessité d'aller à une alternance cette fois-ci. Prenez le nom UNAD, Union nationale pour l'alternance et la démocratie. Tous les Guinéens ont aujourd'hui soif d'alternance. C'est pourquoi quand vous parlez de troisième mandat pour le professeur Alpha Condé, ça me fait rire. Parce que les Guinéens n'en veulent pas aujourd'hui. On veut avoir une nouveauté, on veut avoir une nouvelle figure. Un autre qui va prendre en charge nos préoccupations quotidiennes. Le RPG avec Alpha Condé ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont à la limite de leur pouvoir. Les 2 mandats, ça suffit. Et quand on dit que non, on a changé la loi, non. N'oubliez pas que le professeur Alpha Condé a prêté serment 2 fois sur la loi, la constitution de 2010. Sauf que ce n'est plus cette constitution qui est la constitution est claire. Dans les intangibilités, c'est dit... à l'article 27 que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et à l'alinéa 2, c'est écrit que le mandat peut être consécutif ou non. Ça veut dire, tu viens, si tu as la chance de renouveler, tu le fais, tu t'en vas, c'est un autre Guinéen qui vient. Ou alors tu fais une fois, tu t'en vas, un autre revient, et tu as la chance de revenir pour faire un deuxième mandat. On ne quittera pas ce domaine-là. Le professeur Alpha a déjà prêté 2 fois serment.
ça suffit pour tout Guinéen. C'est ça la loi. C'est ce qui a été dit. Il a prêté serment 2 fois sur ça. Aller en dehors de ça. Mais ce n'est plus cette constitution qui est en vigueur. Cette loi s'applique à lui parce qu'il a prêté 2 fois. Mais sauf que cette constitution a été changée. Elle n'existe plus. Mais la nouvelle loi ne s'applique pas à lui s'il y a une nouvelle loi. Ouais. Alors, retenez aussi qu'il y a une frange importante des Guinéens qui ne reconnaît même pas cette loi. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'inconstitutionnalité parce que la loi qui a été votée selon eux par le peuple de Guinée a été validée par la Cour constitutionnelle et modifiée par un petit groupe de Guinéens assis dans un bureau. Donc aujourd'hui, la Guinée n'a pas de constitution. C'est bien beau toute cette ambition parce que voilà, alternance démocratique, c'est facile les concepts. Mais la question aujourd'hui, la réalité est que le 5 août prochain, on va désigner, si les choses se confirment, le prochain Alpha Condé sera désigné comme candidat de son parti de l'opposition arc-en-ciel à la prochaine présidentielle. Quels seront les moyens, les marges de manœuvre que vous disposez pour empêcher Alpha Condé de briguer un nouveau mandat? C'est la grosse question. Non, d'abord, il faut rappeler que désigner aujourd'hui Alpha Condé comme candidat par le RPG est une violation de notre constitution. Ça, il faut être clair sur ça. On est unanime. Je le dis, voilà, c'est une violation. Mais si c'est fait, par quel moyen vous allez... Maintenant, c'est par la même loi. C'est par la même loi que nous allons combattre pour ne pas qu'Alpha soit le candidat. Je ne vous comprends pas. Nous sommes la Cour constitutionnelle... Vous-même, tout à l'heure, vous disiez que la Cour constitutionnelle n'est pas une institution crédible. Et l'Assemblée nationale, vous dites que c'est une assemblée inféodée. Donc, je me demande... Mais au sein déjà de cette assemblée, vous voyez les voix qui se lèvent. Oui, mais c'est des voix minoritaires. Non, même si elles sont minoritaires, mais elles sont une frange. À l'évolution politique de la Guinée. Ils sont une frange de cette assemblée. Si cette assemblée, il y en a bien sûr, parce qu'elle est en train de voter des lois. Mais le problème est où la Cour constitutionnelle... Par quel moyen vous allez passer, Monsieur le Président? Je ne vais pas dévoiler les moyens que nous avons à notre disposition, mais par la loi, nous allons combattre cette candidature et elle sera faite. Même la Cour constitutionnelle dont on est en train de parler, elle a besoin de se faire crédibiliser. Elle va invalider cette candidature, je vous assure. Alors, mais il y a également... C'est bon pour eux, c'est bon pour le peuple de Guinée. Il y a également l'autre question sur laquelle je voudrais avoir votre avis pour parler notamment de la gestion du professeur Alpha Condé. Ce sont également ces violences qui sont devenues récurrentes en Guinée et plus particulièrement dans la région de la Guinée forestière dont vous êtes notamment l'un des natifs. Quel est le regard que vous portez sur la gestion de ces tensions en Guinée forestière? Bon, il faut reconnaître que la période du professeur Alpha Condé a été émaillée tout au long des crises et de violences contre les manifestations. Et nous sommes à plus de 200 tués aussi aujourd'hui dans les différentes manifestations organisées depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir. C'est trop pour un président démocratiquement élu qui doit se raviser qu'il est élu pour un peuple et que ce peuple-là, sa vie, sa sécurité, doit être la priorité des priorités. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. Il y a eu beaucoup de tueries où le président même ne s'est pas donné la peine d'adresser les condoléances aux familles. Parce que tout simplement, ce sont des militants de l'opposition ou c'est des gens qui ont demandé soit de refuser un 3e mandat. Moi, je crois qu'un président gère toute une nation et non un groupe. Par rapport à la région des Zérékoré, vous avez vu ce qui s'est passé. Les tueries qui sont là. Jusqu'à maintenant, personne ne vous dira exactement combien ont été tués. Nous étions dans les calculs à près de 100 tués. Et le procureur de Kankan a annoncé un chiffre de 30, qui est peut-être un chiffre officiel, mais lui, il est à Kankan, où il prend ce chiffre-là, où il a pris. Ça veut dire qu'au niveau de l'État, ils reconnaissent déjà qu'il y a 30 morts. Mais les 30 morts, combien les familles ont reçu pour enterrer? Voilà la méchanceté. Voilà là où on peut dire que ce pouvoir n'a pas d'égard pour son peuple. Les peuples ont besoin d'enterrer leurs morts, quelles que soient les circonstances de la mort, dans des tombes reconnues. Mais on prend les personnes... Dans la dignité. On va les enterrer dans des fosses communes et les parents n'ont pas la situation.
On va aujourd'hui peut-être faire la situation pour dire que tel nombre de personnes ont été tuées. Peut-être les 30 morts que le procureur de Kankan donne, ce sont les personnes qu'on a données aux familles pour être enterrées. Est-ce que la responsabilité aussi n'est pas dignement imputée notamment à ces fils de la forêt aujourd'hui qui font croire au professeur Alpha Condé que la forêt est sur la même mise du président arc-en-ciel et qui font... Bon, malheureusement, il y a certains fils de la forêt qui accompagnent cette politique-là et qui peut-être acceptent le nombre de personnes tuées et qui se réjouissent même d'être députés aujourd'hui. Mais il faut qu'on leur rappelle qu'ils sont députés sur le sang de leurs frères. On veut tous être députés, on veut tous être président de la République, on veut être à des postes de responsabilité, mais qu'on retienne que nous sommes responsables pour une population donnée, nous sommes députés pour défendre les intérêts d'une population donnée, mais si cette population est tuée à cause de notre députation, moi, je crois que ça doit être un regret total au niveau de Monsieur le Président, je vous offre notamment quelques secondes. Vous regardez cette caméra. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de vos militaires, pourquoi pas de tout le peuple de Guinée, vous avez 30 secondes. Bon, aujourd'hui, je voudrais inviter le peuple de Guinée à prendre ses responsabilités devant l'histoire. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où un groupe qui est en train de profiter de tous les biens de l'État, veut pérenniser un pouvoir qui est arrivé à la fin de son mandat. Et nous pensons que le peuple de Guinée est conscient aujourd'hui et que nous ne permettrons pas un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé parce que nous devons forcément aller à l'alternance. Nous avons, après le président Sékou Touré, vécu un pouvoir militaire qui devait nous amener vers l'alternance. Malheureusement, le président Lansana Conté à l'époque avait aussi ôté la tenue pour être candidat. Ce n'était pas grave, mais il a aussi modifié la constitution qui a été votée légalement par tout le peuple de Guinée en 90 pour rester au pouvoir jusqu'à la mort. Et après sa mort, on a vu ce qui s'est passé. Voilà. L'armée est revenue et la même armée a donné en 2010 le pouvoir aux civils. Il ne faudrait pas qu'un civil agisse encore comme un militaire pour nous mettre dans une situation ingérable comme nous l'avons vécu en 2008-2009. Ce n'est pas digne du peuple de Guinée et ce n'est pas digne pour le peuple de Guinée. Voilà, nous pensons que nous devons aller facilement à cette alternance pour qu'on ait aussi des anciens présidents dans nos rangs. Voilà, c'était l'appel lancé par M. Jacques Bonimi. Je rappelle qu'il est le président de l'Union pour le progrès de la Guinée, en abrégé UPG, membre de l'Union nationale pour l'alternance et la démocratie, UNAD, une nouvelle alliance qui vient de naître, notamment en Guinée, pour exiger à ce que les Guinéens puissent avoir la chance notamment de voir un ancien président dans ces pays. Alors, Monsieur le Président, il est ministre qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Et vous l'avez compris, vous, chers téléspectateurs, que c'est la fin de cette émission Starcom. On se retrouve dans cette même émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de ce pays. À bientôt.